Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçoit au siège de l'état-major de l'ANP le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Les images dans un instant. Le Salon international du livre d'Alger a officiellement ouvert au public, un public ravi de retrouver ses auteurs préférés. Nous visiterons le stand de l'invité d'honneur, l'Italie. Nous écouterons également les réactions des visiteurs et les témoignages des éditeurs. En Espagne, les réactions des personnalités politiques s'enchaînent après les déclarations du Premier ministre Sanchez. Une erreur politique selon l'ancien Premier ministre José María Aznar. Une décision anticonstitutionnelle selon la vice-présidente Yolanda Díaz. Enfin, nous vous emmenons à Timimoun découvrir pourquoi un expatrié a décidé de quitter le Mexique pour investir dans l'Oasis Rouge. Son exploitation agricole est une exploitation intelligente qui permet de rationaliser l'utilisation de l'eau et augmenter la productivité. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, on fait le point sur le match qui se joue actuellement au Cameroun. Les Verts disputent à Douala un match de qualification à la Coupe du Monde et mènent au score de 1-0, justement, but inscrit par Islam Slimani à la 40e minute. Vous pouvez suivre ce match sur la chaîne terrestre et la chaîne 6 Al-Shababia sur Nilesat. On souhaite une belle victoire aux Verts. Dans l'actualité de ce vendredi, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui au siège de l'état-major de l'ANP le directeur du service fédéral de la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Dimitri Chougaev. La rencontre intervient au terme de la visite qu'effectue la délégation russe en Algérie du 23 au 25 mars. Les détails avec Amélie Siritira. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience aujourd'hui au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Dimitri Chougaev, directeur du siège fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, et ce, en présence d'officiers généraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, ainsi que les membres de la délégation russe. Cette rencontre intervient au terme de la visite qu'effectue la délégation russe en Algérie du 23 au 25 mars 2022 pour prendre part aux travaux de la réunion ordinaire du comité intergouvernemental algéro-russe qui s'est tenue le 24 mars 2022 au Cercle national de l'armée en première région militaire. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions portant sur l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont procédé à l'échange de présents symboliques. Et l'actualité de ce vendredi, c'est l'ouverture au public du Salon international du livre d'Alger. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé l'ouverture du programme culturel de cette 25e édition avec le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères italien chargé de la culture, Benedetto Della Vedova. Pour Soraya Mouloudji, le SILA constitue une opportunité pour l'Algérie et l'Italie, à l'approche du 60e anniversaire de l'indépendance, de renouveler les liens bilatéraux d'amitié et de renforcer la coopération sur la base des accords bilatéraux. Et les éditeurs étaient ravis aussi de retrouver les lecteurs lors de ce Salon international du livre d'Alger, de présenter leurs écrivains et de retrouver aussi une ambiance culturelle et littéraire qui a manqué pendant 2 années à cause de cette pandémie de coronavirus. L'occasion de renouer une discussion autour de la politique du livre. Reportage signé Amal Bouakba. Après 2 ans d'absence, crise sanitaire oblige, le Salon international du livre d'Alger, SILA, revient pour sa 25e édition, avec une participation record de 1250 maisons d'édition nationales et étrangères. Une bouffée d'oxygène
pour la plupart des éditeurs algériens, les libraires et les importateurs. Les éditeurs se réjouissent de ce retour en force de cet événement culturel majeur et saluent les décisions du président de la République pour la promotion du livre, notamment la gratuité des stands. C'est un immense plaisir de renouer avec nos lecteurs. Nous essayons de renouer avec nos anciennes traditions et nous saluons toutes ces initiatives, notamment la gratuité des espaces qui a été très bien appréciée par les éditeurs. Ce que nous espérons, c'est que ça aille au-delà du ponctuel, au-delà de cet événement et que nous puissions renouer la discussion autour de la politique du livre, autour des aides qui seraient nécessaires pour que ce secteur reprenne un peu plus d'envergure. Le programme de cette manifestation livresque est riche, marqué par de nombreuses tables rondes sur la littérature ainsi que des rencontres dédicaces. Et avait foule aujourd'hui à la SAFEX. Le Salon international du livre d'Alger a officiellement ouvert ses portes ce matin au public. Un public ravi de retrouver les auteurs algériens et étrangers. L'Italie était l'invité d'honneur de cette 25e édition. Yamina Saïdji a visité le stand de l'Italie. Elle nous propose également de redécouvrir l'ouvrage d'Enrico Mattei et l'Algérie. L'un des rendez-vous phares de la scène culturelle algérienne, le Salon international du livre revient après 2 années d'interruption. Une reprise très attendue. Pour cette année, l'Italie est l'invité d'honneur. Je ne parle pas l'italien, j'ai étudié un petit peu. J'aime beaucoup la culture italienne de l'Antiquité. Je suis curieuse, intéressée par cette culture. J'adore l'Italie et tout ce qui contient l'Italie. Donc j'ai trouvé beaucoup de livres italiens. On est vraiment très contente et c'est une grande opportunité pour faire connaître l'Italie, faire connaître édition des livres et nous faire se connaître. Une occasion pour les exposants italiens d'échanger avec leurs collègues algériens. Notre bureau ici à Alger a le but de promouvoir les échanges économiques entre l'Algérie et l'Italie, donc promouvoir la présence du Made in Italy ici en Algérie, mais également mettre en contact les entreprises algériennes avec les entreprises italiennes. Donc nous, on a fait un grand effort pour proposer un programme très varié, très diversifié pour montrer la richesse culturelle de l'Italie contemporaine. Donc déjà, comme vous pouvez voir, il y a une exposition d'illustrations pour les enfants et il y aura des auteurs de tous les domaines. Il y aura littérature jeunesse, littérature voyage, du thriller, roman noir, et il y aura des historiens, vu que le thème est aussi lié à la mémoire, le thème général du SILA. Les organisateurs proposent de faire découvrir un nouvel ouvrage, Enrico Mattei et l'Algérie, un ami inoubliable. Un recueil de témoignages et de documents d'archives autour du parcours du militant anticolonialiste italien Enrico Mattei. C'est un livre qui sera présenté demain. C'est aussi sur le personnage Mattei qui était ami du peuple algérien lors de sa lutte pour l'indépendance. Sous le slogan « Le livre, passerelle de mémoire », le pavillon italien est ouvert tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 1er avril prochain. Et on passe à l'actualité internationale maintenant. La classe politique espagnole est vent debout face au Premier ministre espagnol Sánchez. La vice-présidente espagnole Yolanda Díaz ne mâche pas ses mots. Elle met le Premier ministre de son pays face à ses contradictions. Il lui rappelle, preuve à l'appui, que sa décision est anticonstitutionnelle et contraire aux résolutions onusiennes. Couverture de Walid Sari, commentaire signé Melika Bellel. Les Espagnols continuent d'apporter toute leur solidarité à la République et au peuple sahraoui suite au revirement du Premier ministre espagnol sur la question du Sahara occidental. Une position déplorable qui viole le droit international. L'ancien chef du gouvernement espagnol et ex-président du Parti populaire José María Aznar a critiqué la nouvelle position de son pays sur la question du Sahara occidental, la qualifiant d'erreur historique et une insouciance très dangereuse. Si uno busca acuerdos en la política internacional, no se puede comportar de esa manera.
Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a envoyé un message de faiblesse au Maroc. C'est une erreur historique et nous en payerons le prix très clairement. Cette décision affecte les responsabilités historiques de l'Espagne par rapport au Sahara occidental. La décision de soutenir le soi-disant plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental, prise sans consensus et sans débat, est d'une insouciance très dangereuse et une erreur impardonnable. Se ha cometido un error de consecuencias históricas. Dans une émission radiophonique, la vice-présidente espagnole Yolanda Díaz a qualifié la position de Pedro Sánchez d'anticonstitutionnelle et une violation de la constitution espagnole et des résolutions onusiennes. Laissez-moi vous prouver que cette décision est contraire à la résolution de l'ONU. Cette résolution explique clairement que les deux parties au conflit doivent trouver une solution juste qui conduit, écoutez bien, à l'autodétermination du peuple sahraoui. Vous voyez que cette résolution ne parle pas d'autonomie, mais d'autodétermination. Por tanto, soy clara, no habla de la autonomía. Por tanto, sí hay un cambio de posición. Y yo creo que nuestra posición es conocida y aquí lo dejo. Dans les rues espagnoles, les organisations sociales, les mouvements populaires et les groupes de solidarité continuent d'exprimer leur solidarité avec le peuple sahraoui, des voix qui contestent et dénoncent la nouvelle position de Sánchez. Je considère ces déclarations comme une grave erreur, car il faut rappeler que notre pays, l'Espagne, soutient le peuple sahraoui depuis des années. Je souhaite que cette position change. En disant cela, j'exprime toute ma solidarité avec le peuple sahraoui. Je suis de tout cœur avec le peuple sahraoui dans sa lutte juste pour l'indépendance. Francisco Fernández Goberna, que luchó por el pueblo saharaui muchísimos años. La declaración del pueblo de Sahara. La position de notre gouvernement est honteuse. Elle ne représente pas du tout celle du peuple espagnol, car les Espagnols sont solidaires avec le peuple sahraoui. Ces déclarations représentent un problème sérieux, car le peuple sahraoui mérite le respect de la part de notre gouvernement. Une grande manifestation est prévue demain samedi à Madrid qui verra la participation de plusieurs formations politiques et organisations espagnoles. Et on reste en Espagne pour écouter cette déclaration du président de la coordination espagnole de solidarité avec le peuple sahraoui. Il a fait une déclaration à la télévision algérienne dans laquelle il a rappelé que son pays a une responsabilité historique et morale envers la question sahraoui. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes en face du ministère espagnol des Affaires étrangères pour exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui, rappeler notre responsabilité historique, politique et morale dans le dossier sahraoui. Rappelant une chose très importante, la solution au conflit qui oppose le Maroc à la République sahraoui est celle proposée par les Nations Unies, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. L'autonomie n'a jamais été considérée comme une solution dans ce conflit. Cette réaction maintenant du journaliste espagnol Miguel Mora Díaz qui revient sur ce revirement du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental qu'il qualifie de décision autocratique. Interview réalisée par Afef Blouchet. Il y a tous les éléments d'une décision autocratique, autoritaire, et pris pas avec les consentements du Parlement, non? Même des partenaires du gouvernement. Et l'argumentaire du socialiste, c'est que ça va garantir la tranquillité, la calme avec l'immigration et avec Ceuta et Melilla pour toujours. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Où c'est la signature de Mohamed VI? Je renonce à Ceuta et Melilla pour toujours. Où c'est ça? Ça va arriver pas. Ça, c'est le problème pour le gouvernement espagnol parce qu'il n'y a pas de contrepartie du tout. Parce que qui va croire Mohamed VI qu'il va aller bien, il va faire comme toujours, il va faire ça qu'il veut. Il y a un scandale politique, mais le problème c'est comment ça va influencer la
Continuation du gouvernement de coalition, c'est le grand problème parce que s'il doit aller à l'élection maintenant, c'est très compliqué parce que la droite va gagner. Donc la partie plus à gauche du gouvernement doit résister là parce qu'il va pas laisser tomber les gouvernements, vous comprenez, parce que la situation politique c'est très compliqué. Donc il faut voir comment Sánchez va aller avant jusqu'à la fin de la législature du mandat ou pas. Donc il peut contribuer à mettre fin au gouvernement de coalition. Toujours à l'international, l'accélération du rythme de la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste représente une véritable menace pour le royaume. La déclaration a été faite par le mouvement marocain Al-Adl wa Al-Ihsan, une normalisation qui constitue selon ce mouvement une menace pour le Maroc plus qu'elle ne l'est pour la Palestine. Avant de passer au volet agricole de ce journal, on vous propose de découvrir cette initiative qui fait parler d'elle depuis un moment déjà, l'application Hania. Il s'agit d'une application VTC destinée exclusivement aux femmes. L'application compte déjà des centaines de téléchargements et un certain engouement, il faut le dire, des femmes qui souhaitent se déplacer en toute tranquillité. Reportage de Souhil Azidour, commentaire signé Walid Yousfi. Créer un VTC d'un nouveau genre, pari réussi par cette jeune entrepreneur. Avec l'aide de sa sœur, elle a mis au point une plateforme de voitures avec chauffeur dédiée aux femmes algériennes qui leur permet d'atteindre leur destination avec un simple clic. Nous avons étudié les habitudes des consommatrices algériennes pendant 1 an et demi avant de lancer Hania. Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de VTC dédié exclusivement aux femmes. À partir de constats, ma sœur et moi avons eu l'idée de proposer cette solution. Nous avons lancé l'application en janvier dernier et avons jusqu'à présent 35 conductrices. Nous avons commencé notre activité avec les wilayas d'Alger, Blida et Boumerdes. Nous avons travaillé avec des experts en informatique. La réalisation de la plateforme. Elle est disponible sur Apple Store et Play Store. Tout le monde peut s'inscrire. Cette application est simple à utiliser. Les conductrices peuvent travailler à mi-temps ou à plein temps. Une plateforme facile à utiliser, dédiée exclusivement aux femmes algériennes. Depuis son lancement, pas moins de 35 emplois directs et indirects ont été créés à travers Hania. Cela fait 1 mois et demi que j'ai commencé à travailler pour cette application. Cela me permet d'avoir un revenu en plus. Le prix dépend essentiellement du trajet que nous devons faire. L'application prend 15% de commission. Mon père a découvert cette application grâce à une publicité. Nous l'avons téléchargée, elle est très pratique. Depuis son lancement en janvier dernier, cette plateforme comptabilise 600 utilisatrices. Un début encourageant pour ces créatrices qui aspirent à étendre leur couverture vers toutes les wilayas du pays. Et nous allons maintenant vers la wilaya d'Oran qui abrite le Salon international de l'industrie agroalimentaire. 100 exposants y participent avec cet objectif, promouvoir leurs produits et créer de nouveaux partenariats. Commentaire de Raouf Hamouche. Ils étaient plus d'une centaine d'exposants à prendre part à cette 8e édition du Salon international de l'industrie agroalimentaire. Une manifestation économique destinée aux professionnels du secteur pour promouvoir leurs activités et leurs produits et renforcer également les échanges entre les opérateurs économiques du secteur. Nous avons enregistré la participation d'une centaine d'exposants pour cette 8e édition. L'objectif est la promotion du label algérien. On est vraiment satisfaits, les gens sont très contents et sont très intéressés pour éventuellement accroître et créer des investissements, des projets selon les directives de notre cher président. Depuis sa première édition en 2013, le SIAG est devenu une véritable vitrine pour la promotion des produits agro-industriels et des services pour les professionnels de l'agroalimentaire, mais pas que. Aujourd'hui, il est surtout question du développement de l'économie nationale, mais également la réduction de la facture des importations conformément aux instructions du président de la République. Le but de cet espace est aussi d'approvisionner directement le consommateur algérien avec des prix très abordables. Comme vous le savez, pratiquement tous les produits de large consommation sont subventionnés par l'État. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de participer à ce salon. Cela nous permettra de faire connaître nos produits. Présenter les produits تاعنا باش على السوق المحلي عندنا l'embarras du choix.
qui a beaucoup de propositions dans les différents domaines. En tant que consommateur, ce salon est une bonne occasion pour connaître la panoplie des produits agroalimentaires locaux. Ce salon est une occasion pour accompagner les entreprises algériennes ainsi que les professionnels du secteur de l'agroalimentaire dans le processus d'exportation. Et pour réussir le processus d'exportation, justement, nous avons besoin de produits compétitifs. Et pour avoir ces produits compétitifs, nous avons besoin de personnel bien formé à Tougourt. Le centre de formation et d'orientation agricole a visiblement une bonne réputation. Les stagiaires se bousculent au portillon pour bénéficier d'une formation de qualité. Un domaine d'investissement prometteur, mais aussi qui bénéficie de l'aide de l'État, l'agriculture. Ce secteur attire de plus en plus de stagiaires au niveau du centre de formation et de l'orientation agricole de Tougourt. J'ai choisi de suivre une formation au niveau de ce centre car j'ai voulu apprendre les techniques agricoles et de les pratiquer sur le terrain. On apprend beaucoup de choses au niveau de ce centre. Il y a de bons formateurs. On accompagne les stagiaires. Ils pratiquent les techniques agricoles depuis la plantation jusqu'à la récolte. La formation scientifique et l'accompagnement technique des stagiaires, c'est la stratégie adoptée par l'Institut national de la vulgarisation agricole afin de répondre aux besoins du secteur en matière de main-d'œuvre qualifiée. On fait en sorte que les conseillers agricoles soient bien formés afin qu'ils puissent à leur tour transmettre toutes les informations aux agriculteurs. En effet, les conseillers agricoles veillent à la rencontre des agriculteurs sur le terrain pour les aider à développer leurs activités et à améliorer la qualité de leur production. Allons maintenant à Timimoun, à la découverte de cette ferme intégrée. Le principe est simple, un cercle vertueux est pensé pour rationaliser l'utilisation de l'eau. Cela s'appelle des cultures interdépendantes. L'eau des bassins, par exemple, est utilisée pour l'irrigation des cultures. Cette exploitation a été créée par un expatrié qui a décidé de rentrer en Algérie pour investir dans l'Oasis Rouge. Reportage signé Naïma Loualish. Après 8 est passé au Mexique dans l'import-export, ce trentenaire originaire de Borj crée en 2018 avec ses frères, dans la région de Timimoun, ce qu'on appelle une ferme intégrée, quasi une ferme intelligente. D'abord, ce diplômé en relations internationales, qui parle 4 langues, creuse des bassins pour élever des tulipias, puis il crée d'autres cultures tout autour et interdépendantes. On a commencé par 3000 alevins importés de Thaïlande à titre expérimental. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent l'aliment de poisson. L'aliment de poisson à la base de maïs, orge et farine de poisson. Nous avons maintenant l'intention d'intégrer dans l'aliment le BSF. Le BSF, c'est Black Soldier Fly, c'est des mouches. C'est des mouches qu'on peut l'élever localement et essayer dans la ferme pour amortir et minimiser l'utilisation de poissons, la farine de poisson qui est chère et importée. Nous comptons produire 30 à 40 kg par mètre carré. La ferme maintenant possède 28 000 mètres carrés d'eau. Le principe de la ferme intégrée dans un milieu aride comme celui de Timimoun, c'est d'optimiser l'utilisation de l'eau en créant des cultures interdépendantes. C'est-à-dire que l'eau du bassin plein de fumier de poisson ne sera pas perdue, mais servira à arroser les cultures céréalières ainsi que d'énormes surfaces conçues exclusivement pour le pâturage. C'est important de faire la pisciculture et l'aquaculture ici au sud. Déjà, nous avons tout ce qui est optimal. L'eau qu'on utilise pour l'aquaculture, on le récupère pour l'irrigation de notre pivot. Il a une quantité importante de fumier organique généré par les poissons. En plus de ça, nous avons un grand manque dans le marché de poissons en Algérie. C'est un projet, ça peut être un projet vraiment pilote. À titre expérimental, les Idani ont fructifié près de 600 hectares sur les 2000 concédés par la wilaya de Timimoun et les résultats sont plus que probants. 23 400 quintaux de blé sont produits 3 années de suite, alors que les autres céréales, comme l'avoine ou le maïs, destinés aux bêtes, sont fabriqués avec 70% d'entrants locaux.
Et comme l'exige le principe de la ferme intégrée, un périmètre destiné à l'élevage est d'ores et déjà balisé et 500 bêtes s'y épanouissent en attendant l'arrivée de milliers de brebis. On a deux possibilités. Premièrement, pour contribuer à la sécurité alimentaire en Algérie et donc sur des grandes surfaces, les grands périmètres de mise en valeur. Mais aussi dans la région, on possède un grand savoir-faire local, agricole, chez les paysans. Et donc là, on pense beaucoup plus à une agriculture, à l'agroécologie, un modèle qui respecte bien l'environnement avec beaucoup de potentialités dans ce sens-là. Nous enregistrons près de 30 périmètres agricoles qui totalise une superficie globale de 230 000 hectares. Et le gros de ces périmètres est affecté à la céréaliculture, le blé dur, le blé tendre, le maïs, ainsi que, bien entendu, la date. Deuxième du genre au niveau national, la ferme intégrée de Dani sera un véritable pôle de production incluant pisciculture, agriculture céréalière et autres élevages ovins de l'espèce très appréciée des Oulad Djellal. Et c'est la fin de ce journal. On vous rappelle cette information, bien sûr. Les Verts jouent à Douala face au Cameroun. L'équipe nationale mène le jeu 1-0. But inscrit à la 40e minute par Slimani. On joue la 68e minute maintenant. On souhaite une belle victoire aux Verts. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.